toutes et à tous. Merci de vous être connectés aussi nombreux aujourd'hui. Je vois que les participants continuent à arriver, donc on va attendre deux petites minutes là pour laisser les gens se connecter à l'heure. Et voilà, donc on va démarrer et ça finira de faire venir les gens là. Je vois le compteur qui s'incrémente. Euh, oui, donc merci de votre participation à toutes et à tous. Je me présente, je suis Patrick Bourg, je suis associé fondateur de Bellara, qui est l'éditeur de la solution ISCM. Aujourd'hui, on va passer une grosse demi-heure ensemble et puis après, il y aura tout un espace de questions-réponses et vous pouvez, dans le fil de conversation, poser vos questions. On les récapitulera à la fin et j'y répondrai. Donc, l'objectif de la matinée, c'est de voir ensemble quels sont les leviers d'amélioration, les leviers d'optimisation de la supply chain amont, donc la gestion des approvisionnements. Alors, ce webinaire est organisé avec Alp Supply Chain, donc hop, j'ai perdu ma souris. Voilà, Alp Supply Chain et donc qui est co-animé et je vais co-animer ce webinaire avec Jean-Baptiste Fleck, donc qui est président d'Alp Supply Chain que vous connaissez de nom et de renom. Le seul souci qu'on a, c'est qu'il est pas arrivé parce que je sais qu'il est sur un autre chantier, comme on dit en ce moment et il m'a dit qu'il était en train de se connecter. Donc, il arrivera en cours de route. On va démarrer par respect pour les horaires et pour respecter, mais je pense que d'ici la fin, il interviendra. Donc l'objectif aujourd'hui, donc je disais, nous on est éditeur d'une solution de gestion des approvisionnements. Et aujourd'hui, on va expliquer donc quels sont les leviers de l'optimisation de cette gestion des approvisionnements. Et on s'appuiera sur un secteur, sur une supply chain d'un secteur particulier qui est celui du monde de la mode et du luxe, qui est un secteur qui regroupe un paquet de contraintes. Et ça en fait un cas école pour la supply chain amont de toutes les contraintes qu'on peut rencontrer et donc qui vont nécessiter d'avoir un pilotage très fin. Dans le secteur de l'industrie du textile au sens large, des TLC, on dit aussi une des difficultés, c'est le renouvellement de la supply chain amont, c'est le renouvellement permanent des catalogues produits liés à la saisonnalité des collections, qui fait qu'on n'a pas d'apprentissage industriel. À chaque fois, on rejoue une organisation de la supply chain avec un nouveau sourcing, des nouvelles matières, des nouvelles contraintes techniques sur le montage, qui en fait une supply chain sensible, puisqu'on n'est que sur des lancements, hein, quelque part, de production. Il n'y a pas d'industrialisation sur du long terme. La deuxième contrainte forte qui est cumulée, c'est une supply chain qui est très éclatée entre les fournisseurs de matières premières, de composants, de produits semi-finis, de fabricants, des prestataires, que ce soit des prestataires qualité, des prestataires oui, de contrôle qualité ou d'ennoblissement aussi des produits et bien sûr les prestataires logistiques avec toutes les fonctions d'acheminement, de transport, de dédouanement, etc. Enfin, c'est un secteur d'activité qui est soumis à des contraintes réglementaires très fortes. Alors, on parle des contraintes RSE, hein, avec la loi AGEC, avec la REP, la responsabilité élargie des producteurs, avec les réglementations douanières et avec des réglementations techniques comme REACH, qui sont très contraignantes et qui vont nécessiter donc d'avoir au sein de la chaîne de valeur de production tout un ensemble de contrôles très fins et d'acquisition d'informations.
Et enfin, c'est une supply chain qui va être très contrainte aussi par des risques de pénurie, par des risques pénurie, je fais sur le coton bio par exemple, sur la filière d'approvisionnement du coton ouïghour qui a été complètement enrayé, des critères géopolitiques, bon, les droits de douane qu'on a vécu depuis l'élection du président Trump, des problématiques de volatilité des coûts. Les coûts des conteneurs sont passés de 1 à 5 en moins de 2 et font le yo-yo régulièrement. Donc, une industrie enfin, une supply chain amont qui est sous contrainte, qui va nécessiter d'avoir un pilotage extrêmement fin. La deuxième caractéristique de cette supply chain amont dans ce cadre-là, c'est la place qu'elle prend. De la performance de la supply chain va dépendre la capacité des marques à mettre sur le marché les produits en temps et en heure. Il faut absolument qu'on soit capable de produire et d'approvisionner les entrepôts pour pouvoir mettre en place la préparation des commandes et la supply chain aval, hein, pour approvisionner les canaux de distribution. C'est une supply chain qui va démarrer très tôt. Avant même d'avoir vendu, on a déjà des ordres d'achat pour réserver de la capacité matière, pour réserver de la capacité de production auprès des fournisseurs. Le design to showroom, qui est le premier le process, on va dire, d'une entreprise qui va être de la conception de la collection, du plan de collection, de la négociation des modèles qu'on va retenir, des volumes que l'on va engager, du sourcing. Tout cet aspect-là est fait en amont et s'enchaîne de collection en collection. Puis la supply chain va se mettre en place au fur et à mesure, comme je disais tout à l'heure. On a des sorties financières très tôt pour réserver et des sorties financières qui vont être conditionnées à la réception ou à la prise en main, suivant l'incoterme de la marchandise, qu'il va falloir piloter aussi en fonction des qualités, des respects des consignes, des respects des exigences contractuelles qui ont été définies. Donc voilà les trois grands processus dans laquelle la supply chain s'articule et qui s'étend sur une grande période, hein, puisqu'on peut avoir entre le moment où on a lancé l'ordre d'achat et le moment où on va le recevoir en entrepôt, il peut s'étaler 3, 4, 6 mois, à la fois suivant la chaîne de valeur qu'on a, suivant l'incoterm, suivant les types de transport que l'on a, les types de production. Donc une supply chain centrale qui conditionne la bonne marche donc de l'entreprise. Donc c'est ça le contexte qui va nécessiter d'avoir une supply chain où on va piloter et contrôler les coûts, les prix de revient, les délais, la qualité, pour que ce qui est approvisionné puisse être mis en magasin le plus rapidement possible, et en permanence d'avoir une notion de gestion du risque pour mesurer, évaluer l'impact de tout écart, de tout problème, que ce soit sur les coûts, les délais ou les quantités, par rapport à la sécurisation du time to market, c'est-à-dire le fait de pouvoir être sûr que je vais pouvoir mettre mes productions, mes collections en magasin au rythme des opérations commerciales, au rythme des lancements de saison. Donc tout l'enjeu va être d'aider les équipes internes et externes à se coordonner, à gagner en visibilité pour pouvoir en temps réel être en capacité de réagir, d'ajuster, d'amender un plan d'action et de trouver des solutions éventuellement de contournement ou de trouver des solutions de rattrapage pour compenser un retard, un problème de qualité, un problème de quantité. C'est-à-dire atteindre les cibles de délai et de qualité, c'est atteindre l'OTIF qui va piloter, l'on time in full, qui va piloter tout le processus. Et ça, il va falloir le faire pour chaque ordre d'achat, pour chaque modèle, avec une déclinaison modèle couleur, une déclinaison à la taille qui peut créer parfois des contraintes techniques ou des contraintes de fabrication particulières. Et dans ce contexte, la digitalisation de la supply chain n'est plus une option. Et c'est par cette digitalisation qu'on va être capable de mieux piloter pour pouvoir améliorer la performance, à la fois une performance, on le verra tout à l'heure, opérationnelle, mais aussi une performance en termes de process, de rendre plus robuste, plus résilient les processus. Donc je dirais le premier levier, ça va être d'efficacité, ça va être de gagner en visibilité, de pouvoir abandonner toutes ces manipulations de mails, de fichiers, de pouvoir éviter ces effets tunnels qui sont préjudiciables à la bonne marche qui obèrent la capacité à réagir si on n'est pas informé en temps réel.
La méthodologie qu'on a mis en place avec ISM, c'est déjà de pouvoir définir l'ensemble des objectifs tout au long du tout au long du processus et de mettre en place des jalons de contrôle, des jalons opérationnels qui vont permettre de piloter le déroulement des opérations. Alors, quand on prend un ordre d'achat, bien sûr, on a la date attendue de réception d'entrepôt. Ça, c'est le jalon le plus important, c'est celui qui va guider toutes les opérations. Ça va être l'objectif final et principal qu'on va avoir. Et puis, en fonction du mode de transport défini, en fonction des quantités à produire, en fonction des exigences de qualité ou des caractéristiques techniques du produit, eh bien, on va établir un rétro-planning qui va positionner pour chaque jalon une tâche, une donnée, un document, un élément d'information à collecter et, et on va définir les dépendances qu'il y a entre les différents jalons. Si un jalon est nécessaire pour le déclenchement, par exemple, d'un lancement de production, ben ce jalon, il va avoir une importance particulière. Il va falloir que je le suive et que je vérifie bien qu'il va s'opérer en temps et en heure. On a dénombré, et donc je vais dérouler ensuite ben, l'ensemble de mes opérations et chacun des acteurs qui va intervenir au moment, puisqu'il y a sur toute cette chaîne, il va y avoir 5, 6, 7, 8 acteurs différents hein, qui vont être bien sûr l'approvisionneur, le fournisseur de matières premières, l'organisme ou le cabinet de contrôle qualité, le fournisseur, le fabricant, etc. Et les services internes, logistique, qualité, tout le monde va intervenir sur un même processus, donc qui va être le traitement d'un des ordres d'achat, va intervenir sur ce processus-là avec à chaque fois, et chacun aura en responsabilité la responsabilité de respecter l'ensemble de ces tâches à la fois dans l'exécution, mais aussi dans la collecte des informations nécessaires, puisqu'elles peuvent créer des dépendances pour la suite. Par exemple, un document qualité peut avoir un impact, une nécessité dans le dossier douanier, qui sera à l'autre bout du processus. Donc, tout doit être fait. On a démontré chez des clients jusqu'à 30 jalons. Donc, on est capable de paramétrer jusqu'à 30 opérations, depuis des opérations sur l'approvisionnement des matières premières, des composants, etc., les acheminements. Donc, 30 opérations qu'on va suivre et piloter au jour le jour à chacun et à travers lesquelles on va collecter les informations qui seront utiles plus tard. Donc, le premier levier, ça va être d'être en capacité de pouvoir traiter d'une manière massivement l'ensemble est systématique pour chaque ordre de fabrication, pour chaque ordre d'achat et chaque ordre de fabrication qui en découle, l'ensemble de ces jalons et de pouvoir les suivre. Alors, une fois qu'on a pu définir les objectifs, parce qu'on ne pilote bien que si on a des objectifs prévisionnels, et comme je disais, on va suivre les opérations, ben, l'important, c'est la collecte de la donnée, de pouvoir, bien sûr, la collecter, la partager, pour qu'elle la fiabiliser. Et là, nous, on fonctionne beaucoup en saisie à la source. C'est-à-dire qu'on va demander à l'acteur qui voit apparaître pour la première fois la donnée dans le cadre du processus et qui la maîtrise donc, de pouvoir la saisir, la renseigner en vue d'un partage plus tard. Donc la collecte, le partage de la donnée qui va nous permettre d'analyser le risque, l'impact, de comprendre l'origine et de pouvoir ensuite corriger le processus ou l'action. Et dans ce contexte-là, on a mis en place, en termes anglo-saxons, on parle du control tower, mais la tour de contrôle de la supply chain amont, que l'on a décliné à deux niveaux. Un suivi opérationnel et une supervision. Le suivi opérationnel, l'enjeu, ça va être de suivre les opérations au jour le jour, de pouvoir être alerté en cas de risque particulier, de partager cette information pour très vite être en mode réaction. On dit toujours que une allumette dans un jeté, dans les secondes qui suivent, un verre d'eau suffit à éteindre l'incendie. Un quart d'heure après, il faut une citerne et une heure après, il faut deux canadaires. Donc, on est bien sur cette capacité qu'on va donner aux utilisateurs de réagir au plus tôt pour pouvoir très vite ou enrayer la dérive ou corriger ou
amortir, absorber une partie du risque ou de l'impact qu'on aura pu mesurer. Donc, le pilotage opérationnel. Et ensuite, la supervision, ben là, c'est prendre du recul par rapport au processus. Et là où on était en mode réaction, sur la supervision, on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé et puis rentrer en mode d'anticipation, c'est-à-dire comment activer une démarche d'amélioration pour rendre plus résilient, plus robuste les processus. Donc, la tour de contrôle, on va avoir les deux outils qui vont être partagés par les mêmes acteurs en fonction de leur profil, mais avec des niveaux de profondeur ou d'exigence différents. Alors, le pilotage opérationnel, nous, on l'a appelé la gestion par exception. Pourquoi? Parce que on a vu qu'on a une masse d'informations très importante à maîtriser, puisque pour chaque ordre de fabrication, je peux avoir plusieurs jalons. Et bien sûr, j'ai un nombre d'ordres de fabrication différents. J'ai à chaque fois plusieurs acteurs, donc plusieurs profils, euh, plusieurs intérêts différents, hein, qui peuvent être ou convergents, mais aussi qui peuvent être différents, qu'il va falloir que je puisse animé. Donc, on va avoir donc sur tous ces jalons, tout ce qui se passe bien, globalement, tout ce qui est par rapport conforme au planning prévisionnel que j'ai établi hein, en faisant la rétro-analyse de mon ordre d'achat, tout ce qui est conforme au planning prévisionnel ne doit pas mobiliser des ressources et de l'énergie. Par contre, tout ce qui est à risque, si je n'ai pas les résultats d'un contrôle qualité matière première 3 jours avant mon lancement de production théorique, eh bien, je dois me focaliser dessus, avoir cette information, rentrer dedans, rentrer dans le niveau détail et solliciter les acteurs pour, si c'est mon service interne, vérifier qu'ils sont bien en capacité ou qu'il n'y a pas de problème de qualité. Si c'est un service externe, de vérifier s'ils vont être en capacité ou si c'est mon fournisseur qui fait le contrôle qualité, ben, s'il est bien en capacité, et s'il n'y a pas un problème latent qui fait qu'il ne peut pas opérer ce contrôle qualité. Et donc, si je réagis très vite là-dessus, je vais sécuriser mon lancement de production à 3 jours. Donc, l'idée, c'est de pouvoir focaliser toutes les équipes sur les priorités opérationnelles. C'est une priorité opérationnelle, c'est réagir à un événement qui peut mettre en souffrance le planning théorique que j'ai déroulé. Pourquoi? Parce que si je mets en souffrance ce planning théorique, eh bien, j'obère naturellement le risque, enfin, ou je développe un risque de ne pas être à l'heure par rapport à mon objectif final qui est la date de réception attendue en entrepôt. Donc, ce tableau de gestion des priorités va permettre d'accéder aux détails de chaque ordre d'achat, bien sûr au moment où je suis préoccupé dans le cycle et pour l'acteur. Donc, chaque acteur, que ce soit des acteurs internes, des prestataires ou les fournisseurs, mais chaque acteur va avoir un tableau de gestion par exception qui va s'adapter à ses propres préoccupations. Par exemple, au moment de la confirmation, eh ben, je vais avoir une gestion des demandes très fine et donc je vais devoir réagir très finement comment dire, ou solliciter des réponses ou exiger des réponses dans un délai particulier sur des demandes de cadencement particulières, sur des demandes d'informations techniques que le fournisseur ne pourrait pas avoir. L'enjeu, c'est que le fournisseur puisse confirmer sa commande, qu'on puisse négocier, finir les négociations d'organisation de la gestion de la commande au plus tôt pour pouvoir réellement enclencher et finaliser quelque part les validations de l'acceptation des niveaux d'exigence de part et d'autre, hein, d'ailleurs. Au niveau de la production, ben, ça va être tous les contrôles qualité qu'il va falloir organiser. Par exemple, on a deux grandes étapes qu'on gère dans ISM, le hockey prod, qu'on atteint si tous les contrôles qualité préalables au lancement de la production ont été confirmés. Et donc là, ben, le hockey prod va s'activer automatiquement, et donc l'ensemble du processus de validation du lancement de production va être donné au fournisseur. Évidemment, en tant qu'approvisionneur, je peux prendre un risque. S'il me manque un contrôle ou un document particulier, je vais quand même qui bloque le hockey prod, je peux prendre la position de le forcer, mais je garde en tête
par cette gestion opérationnelle du fait qu'il me manque un document particulier, mais qui n'est pas forcément limitant pour lancer la production, mais qui va être un facteur de dépendance sur un process administratif plus tard. Sur les expéditions, c'est pareil, c'est vérifier que j'ai bien que sur ma réservation qui a été planifiée, j'ai bien tous les éléments, j'ai bien les produits, les contrôles qualité de produits finis, les conditionnements qui sont bien faits pour les fournisseurs, pour que la mise à disposition du transitaire puisse être faite. Et là, je vais avoir aussi tout un ensemble d'indicateurs, d'alertes pour aller me focaliser sur l'ordre d'achat, sur l'étape, sur l'information qui me manque pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, on est sur la gestion opérationnelle, focaliser les priorités sur tout ce qui est susceptible de mal se passer par rapport à mon planning prévisionnel. L'autre pendant de cette tour de contrôle, c'était la supervision. Et donc là, on est plus sur des données consolidées. On va stocker la donnée la plus fine possible pour pouvoir zoomer, pour pouvoir la manipuler, pour pouvoir la comprendre et l'analyser très finement. Mais on va être sur des indicateurs qui vont nous donner des informations sur des tendances qu'on va pouvoir comparer saison après saison pour un fournisseur, pour une comment dire pour un produit particulier, pour une zone géographique, pour une matière particulière, pour un process industriel particulier, je vais pouvoir analyser ce qui s'était passé avant pour pouvoir le comparer et donner des effets et avoir des effets d'expérience. L'idée, c'est une fois que j'ai toutes ces données, ben, je vais pouvoir analyser les causes racines qui peuvent être d'abord une cause racine qui peut être sur une bonne pratique, quelque chose qui est vertueux et que je vais chercher à généraliser, ou qui peut être sur un risque, sur un défaut que je vais chercher à comprendre pour en tirer les enseignements. Et les enseignements, ils vont être de deux natures. Ils vont être sur la généralisation possible de bonnes pratiques ou sur la mise en place de contrôles complémentaires pour rendre plus robuste un processus, pour rendre plus résilient plus résiliente une organisation face à un problème qui peut être récurrent, que je peux trouver régulièrement. Donc l'idée, autant sur la gestion opérationnelle, c'était de se concentrer sur les priorités et pour être en mode réaction, autant sur la supervision, l'objectif, ça va être de se concentrer sur les pistes d'amélioration et ou pour les généraliser ou pour spécialiser des actions. Je peux donner un exemple là-dessus. On s'était rendu compte en piste d'amélioration. Par exemple, pour un client, il y avait des contrôles qualité systématiques pour tous les fournisseurs. Et on s'est rendu compte que ben, ces contrôles qualité, ils étaient plutôt dédiés aux nouveaux fournisseurs pour vérifier qu'ils étaient bien en capacité de travailler sur les exigences. Et en définitive, on a limité ces contrôles qualité juste au lancement de production sur les premières séries pour les fournisseurs avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc ça a permis de dégager du temps, de gagner en productivité puisqu'on a limité, on a supprimé même certains contrôles qualité, enfin c'est le client qui l'a fait, mais certains contrôles qualité sur des fournisseurs avec lesquels on avait une grande habitude. Et donc ça permet deux choses. Ça permet ou de trouver des espaces, un peu plus de marge de manœuvre dans le process, ou de concentrer un processus pour pouvoir ben, peut-être passer commande un peu plus tardivement parce qu'on sait qu'on a un time to market qui est optimisé quand on est dans le cadre de fournisseurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, à l'inverse de fournisseurs avec lesquels on ne travaille peu. On peut avoir aussi des contraintes sur des matières premières qui sont plus difficiles à maîtriser. Et donc, dans ce cas-là, ben, on va renforcer les contrôles qualité sur ces matières-là et se donner plus de marge en termes de lead time par rapport au paramétrage de ce fameux planning prévisionnel qu'on va piloter. Alors, j'ai deux exemples en fonction du temps, là, parce que je voudrais rester dans une demi-heure, 30-35 minutes sur mon exposé. Mais il y a deux exemples sur deux tableaux de bord qui m'ont semblé assez représentatifs de cette supervision. Ce tableau de bord est issu de données réelles là, chez un client. Il suit l'OTIF. Donc sur une période qui est une période entre ici là à droite, donc entre le 1er avril 2025 et le 28 mai, donc sur 2 mois. En colonne bleue, il y avait ce que devait recevoir le client pour la saison automne-hiver et puis ce qu'il devait recevoir pour la saison printemps-été.
et en vert, c'est ce qu'il a réellement reçu. Donc globalement, on voit que sur la saison printemps-été, il a reçu globalement 98% de ses marchandises dans les délais, on va dire, acceptables, alors qu'il est plutôt à 90% sur la collection automne-hiver. Et ça peut se comprendre parce que autant il est en train de recevoir la fin de sa collection pour les dernières mises en vente, les derniers cadencements de vente, donc on peut imaginer que les fournisseurs avaient déjà produit ce type de produits et avaient déjà rodé leur process industriel. Autant sur la partie automne-hiver où les marchandises vont être mises en magasin plutôt courant l'été avec la nouvelle collection, et bien là, on a un apprentissage et donc peut-être un ajustement des modèles industriels chez les fournisseurs qui est un peu plus long. Et si on zoome un petit peu pour voir sur ce qui a été en retard avec une marge inférieure à 10 jours ou à 20 jours ou à 30 jours, on se rend compte qu'à moins de 10 jours, on était à 75% d'OTIF. Et progressivement, à 30 jours, on a à peu près atteint les réceptions maximales qui étaient définies ici sur la période. Ça veut dire ce qui est intéressant avec ces données-là, ça va être de rentrer dans le détail. Ces 25% d'OTIF qui ne sont pas atteints, est-ce que c'est une catégorie de fournisseurs, un univers particulier dans mes collections, un type de produit particulier, une matière première particulière, etc. Et en fonction de ces informations, ben, je vais pouvoir les travailler en interne avec les équipes de style ou de sourcing pour dire, bah, tiens, voilà, dans ce contexte-là, on a mis plus de temps à valider la production ou à roder la production. Ou avec ce type de fournisseur, on a eu tel type de problème. Et donc, on va pouvoir travailler en amélioration continue en donnant ces informations auprès des gens qui vont de la conception ou du marketing, et de l'autre côté, travailler avec le fournisseur sur des améliorations en disant, tiens, sur cette partie-là, on a eu un souci, comment on peut rendre plus robuste et comment on peut t'aider à rendre plus robuste ton processus pour éviter et se rapprocher d'avoir un notif maximal dès un lancement de collection. Le deuxième exemple que j'aime bien présenter, c'est un planning. Ici, en bleu, on a le planning des dates estimées de réception d'entrepôt, avec la densité de la couleur dans le bleu donne la densité des volumes. C'est aussi issu de données réelles, d'ailleurs, monsieur. Et donc là, le service logistique a pu s'appuyer sur ce planning prévisionnel pour calibrer ou pour vérifier qu'il avait bien les capacités de stockage, les capacités de traitement en termes d'espace, en termes de main-d'œuvre, bien sûr, pour pouvoir traiter ce volume de données. Et la réalité a fait que les dates confirmées par des rendez-vous en entrepôt, donc déjà où on a déjà bien avancé le cycle pour avoir des certitudes sur les dates d'arrivée, ben on voit qu'on a une dispersion qui est un petit peu différente. De cette information, le service logistique va pouvoir se dire où j'aurai à traiter des données, des volumes plus tôt que ce que j'ai prévu. Est-ce que j'ai la capacité de stockage de cette information? Est-ce que j'ai de ces réceptions, pardon? Est-ce que j'ai la capacité de traitement de ces volumes, traitement en termes de qualité, de remise en rayon, de préparation? Si je ne les ai pas, ben, je vais voir avec mes transporteurs si je ne peux pas décaler d'une semaine mes livraisons. Si je les ai pas, si j'ai pas la capacité de main-d'œuvre, est-ce que j'ai la capacité de stockage pour attendre? Et puis si j'ai une bonne flexibilité d'équipe, eh ben, je vais pouvoir traiter en amont cette information-là, mais je le sais. Et pour la saison d'après, je saurai que si j'ai ce planning de réception, je devrais anticiper d'avoir un petit peu de capacité préalable parce que je peux être amené effectivement et statistiquement à réceptionner plus tôt que ce qui a été estimé. Donc, et là, bien sûr, toujours pareil, on va pouvoir en zoomant comprendre quels sont les types de produits, quelles sont les zones d'expédition, quels sont les types de transitaires qui sont en avance, en retard et pourquoi, quelles sont les origines de ces causes de retard ou autres, pour pouvoir travailler à anticiper et à mieux me préparer pour la saison suivante. Qui est clair et pour moi le troisième levier important en termes de performance, on a vu, c'est donc d'établir un planning, d'être capable de maîtriser par la digitalisation l'ensemble des tâches et de décortiquer toutes les tâches pour éviter tout effet tunnel. Le deuxième, c'est d'avoir cette
tour de contrôle opérationnel pour pouvoir réagir très vite et analyser. Mais le troisième levier extrêmement important, c'est d'avoir des indicateurs. Si je n'ai pas d'indicateurs, je ne sais pas comparer objectivement ce qui s'est passé pour pouvoir rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Si je n'ai pas d'indicateurs, je ne suis pas capable de donner une information factuelle à mes opérationnels, à mes services en termes de management, pour pouvoir leur donner des objectifs, pour pouvoir qu'ils s'auto-évaluent par rapport à des objectifs. On a fait un exercice qui est, tous les exercices sont discutables, mais qui a eu l'intérêt de réfléchir sur l'impact des bénéfices qu'on peut avoir par rapport à ces leviers. On avait identifié sept leviers particuliers, donc la meilleure visibilité sur le planning qui permettait de mieux réagir, de la réduction des échanges de fichiers et des mails qui permettent de partager mieux l'information d'ailleurs partager l'information avec des gens qui peuvent nous remplacer au pied levé, ce qui n'est pas possible quand on a des données personnelles ou sur des mails, des boîtes mail personnelles, ou de partager l'information avec d'autres services. La consolidation des expéditions, qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt, et de croiser ça avec l'impact que ça a sur les directions, que ce soit la direction des achats, les services appro, logistique, jusqu'à la direction, le contrôle de gestion, la direction générale, en interne, mais aussi en externe au niveau des fournisseurs et des transitaires. Et on voit que ces bénéfices qui peuvent être liés pour un seul service ont un impact sur en transverse dans l'entreprise et vont améliorer le fonctionnement transversal de l'entreprise pour pouvoir, par le partage de cette information, par la connaissance et la reconnaissance de ces indicateurs comme étant représentatifs de l'activité, vont permettre d'organiser une réflexion pluridisciplinaire, une réflexion transverse dans l'entreprise, et ça, c'est source de progrès fortement. Alors, au niveau des progrès qu'on a pu mesurer et des sources euh, de production, d'optimisation, on a pu identifier bien sûr des gains de productivité sur les services d'approvisionnement, sur les services approvisionneurs, sur les services qualité, sur les services logistiques. Ces gains de productivité, on les a mesurés de différentes manières, hein. C'est une même équipe qui a été capable d'absorber parce que l'activité d'approvisionnement extérieur, de négoce, comme certains l'appellent, se structure, s'industrialise, gagne en profondeur, parce qu'on approvisionne plus de matières premières aujourd'hui, alors qu'avant on ne faisait que des produits finis. Donc on a une complexité plus grande, et la même équipe est capable de le charger. On a des charges nouvelles qui ont été prises en compte par des équipes d'approvisionneurs, donc ce qui permet un gain de matérialiser un gain de productivité. On a même des réductions d'affectation de ressources sur des fonctions d'approvisionneurs, des ressources qui étaient reventilées ou réaffectées sur d'autres domaines. Bien sûr, l'OTIF, hein, de gagner en OTIF, ça permet ce qui permet de gagner en OTIF, c'est bien sûr le suivi le contrôle de la qualité, le contrôle des lead time intermédiaires pour réagir au plus tôt. Et de gagner en OTIF, c'est gagner aussi en capacité de mieux préparer les commandes clients, de mieux expédier dans les délais les commandes clients, puisque tout ce qui est rentré dans votre entrepôt est utile est disponible pour être expédié au client, ou du moins j'ai amélioré la disponibilité de stock rentrant. Euh, Amélioration de la qualité. Hein, d'ailleurs, en transférant le contrôle qualité plus chez le fournisseur, comment dire, en faisant des contrôles qualité plus rigoureux sur les matières premières, sur les échantillons, sur les têtes sur les lancements de production, sur les fins de production, etc. Ça permet d'abord d'éviter de faire plus de contrôle qualité en entrepôt, et puis surtout de ne pas avoir à transporter des produits de non-qualité et de les réceptionner en entrepôt, puisqu'il faut les stocker et qu'on n'a pas de capacité éventuellement à les faire repasser en atelier, alors qu'un contrôle en atelier peut parfois corriger un défaut qui a été constaté. Et l'amélioration des coûts logistiques qu'on a pu constater en renforçant la supply chain, c'est orienté bien sûr sur plus j'ai un planning, plus j'ai d'anticipation dans la connaissance de ce que je vais opérer, plus je vais pouvoir réserver des modes de transport avec des meilleures conditions tarifaires, mais aussi plus je vais pouvoir optimiser mon remplissage ou voir avec mes transitaires pour optimiser le remplissage
des containers. Et bien sûr, réduire les coûts logistiques, c'est aussi réduire les coûts dans l'entrepôt, parce que, un, je vais pouvoir mieux lisser par rapport à ma capacité de stockage mes réceptions en pilotant avec les transitaires ou avec les fournisseurs les enlèvements de marchandises et les transports. Mais je vais pouvoir aussi, parce que j'ai harmonisé toutes mes packing lists, parce que j'ai harmonisé toutes mes étiquettes colis, je vais créer des réflexes de lecture ou de traitement qui vont être plus faciles parce que j'ai une meilleure connaissance aussi, ou parce que j'ai pu digitaliser les listes de colisage, les plans de colisage, parce que je sais ce qu'il y a dans les cartons, ben je n'ai pas à ressaisir toute cette information dans mon entrepôt. Et parce que je maîtrise cette information, je vais pouvoir aussi gagner du temps dans l'organisation des plans de préparation de commandes. Donc voilà les différentes sources de ROI, de retour sur investissement, ou les différentes sources d'optimisation de la supply chain que je vais pouvoir matérialiser grâce à des leviers d'optimisation et grâce aux leviers d'optimisation que j'ai détaillés et illustrés dans ce propos. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Alors, je sais que Jean-Baptiste est arrivé en cours de route assez vite, et merci Jean-Baptiste, mais peut-être que si je peux te donner la parole à la fois pour que tu te présentes, puisqu'on a démarré sans toi pour respecter les horaires qu'on s'était fixés, mais aussi peut-être réagir par rapport à ce qui était dit, et je te laisse éventuellement poser des questions ou voir par rapport aux questions qui ont été posées, que je vais afficher là. Ben, si tu peux intervenir et Oui, commenter ce qui a été dit. c'est important d'avoir respecté les horaires. La vie est une aventure et je m'excuse pour mon retard. Non. Néanmoins, sur la présentation, moi, ce que j'ai vu, hein, et en étant un opérationnel pur et dur, en ayant fait des appros et en même temps de l'amélioration continue, c'est que cette approche, en combinant la data, on peut vraiment s'améliorer par petits pas ou par percées, puisqu'on dispose d'une data de qualité. Et donc, je voyais dans les questions justement notamment une question d'Anaïs sur les motifs de retard. Or, dans notre métier, on peut les appeler des motifs de retard, mais des causes racines d'un problème. Il y a un jalon qu'on n'a pas passé. Donc, ce qui est important dans ces démarches, au-delà de la data sur les dates, parce qu'on voit que la date, c'est plus la même. Elle n'a pas été écrasée dans le meilleur des cas. On a une nouvelle data. Donc, on a deux datas qui cohabitent, celle qui était initiale et la nouvelle maintenant qui est révisée suite à un retard. Ce qui est important pour s'améliorer, c'est à chaque fois, systématiquement et le plus près du retard, de dire pourquoi on est en retard. Donc de former les équipes à être en capacité de dire, bah là c'est un problème de capacité, là c'est un problème de matière, là c'est un problème de transport. Et à chaque jalon, en capitalisant ces informations, c'est ensuite qu'on va pouvoir faire de l'amélioration continue, puisque quand il y a le problème, les équipes sont en réaction. Et c'est normal, c'est la priorité, la réaction. Mais la deuxième étape, pour s'améliorer sur la durée et sur des années, et impliquer les équipes, et impliquer aussi, au-delà, comme ça a été montré dans le dernier tableau, les autres équipes, il faut disposer de la data tout simplement pour éviter, je pense, le débat d'idées et passer au débat de faits. Et après, bah, il y a l'émulation collective qui arrive sur les solutions, et ça lui est propre, c'est propre à son secteur, c'est propre au contexte du problème, de l'entreprise, de géopolitique, tout ce qu'on veut. Donc, moi, ce que j'avais bien aimé dans ta présentation, c'est vraiment le saucissonnage le plus fin de toutes les étapes en amont pour pouvoir se mettre en capacité de collecter la data. Et ça, c'est royal quand on veut faire de l'amélioration continue, parce que si on n'a pas la data, on ne peut pas faire grand-chose. On est dans le débat d'idées. Et donc là, on crée des frictions au sein des équipes. Donc je ramène un côté un peu humain en plus sur la présentation. C'est vraiment cet aspect-là. On est d'abord des humains, mais les humains, pour qu'ils fonctionnent bien, bah, faut quand même qu'ils se basent sur quelque chose de concret. Et pas seulement que sur leurs ressentis, leurs émotions, qui peuvent parfois les parasiter dans les décisions à prendre pour passer à l'action. Ouais, je te fais mon feedback et je réponds en même temps à Anaïs. Alors Anaïs, sa question était plus précise, hein. C'est quand on a un même retard, est-ce qu'on peut avoir deux causes racines dans la solution ISM? Alors moi je le sais pas puisque je suis pas un utilisateur d'ISM. Moi ce que je reconnais c'est la manière dont c'est construit, la manière dont c'est pertinente pour aller chercher de l'amélioration continue, donc pour les supply chain, ramener des gains qui sont profitables pour le client, in fine, puisque quand on est meilleur, ça profite au client ou à la marge de l'entreprise. Donc Patrick, je te laisse répondre à Oui, cette ben, question-là, hein, très oui, précise. oui. Alors,
Alors, on peut avoir donc les causes racines. D'abord, quand il y a un événement, on est capable de pouvoir, et c'est que du paramétrage, de pouvoir, et chaque client peut donner une liste de causes racines ou une liste d'événements qui justifient, par exemple, une demande de changement pour un fournisseur. Je fais une demande de changement par rapport à ce qui a été défini, parce que, et là, je peux avoir une liste de causes racines qui va être... alors, généralement, nous, on aime bien la fermer, fermer la liste des causes racines. Pourquoi? Parce que si on laisse la saisie ouverte, on a du mal à pouvoir l'interpréter après en termes on va dire de statistiques, hein. Mais on peut mettre plusieurs causes racines et ça va être après en termes d'analyse, on a bien fait la différence. Donc en mode réaction, je dis voilà pourquoi. Et d'ailleurs, c'est important qu'on puisse qualifier la cause racine parce que en fonction de là, quand on est en mode réaction, hein, de dire pourquoi je veux faire ce changement cette demande de changement. Parce qu'en fonction de la cause, du type de cause racine, la solution de contournement, l'évaluation de l'impact, la notion de risque va être différente. Donc c'est intéressant ça donne une information complémentaire pour réagir avec plus de pertinence. Et de l'autre côté, c'est vrai, après on va pouvoir faire des statistiques sur les causes racines, éventuellement les regrouper parce qu'il y en a qui se chevaucheront. Mais en effet, c'est important de pouvoir et c'est important de donner et de stocker l'ensemble des échanges aussi qui sont faits. C'est-à-dire que j'ai une demande de changement, voilà pourquoi, et je vais pouvoir, moi, demander, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, ou c'est quoi l'impact, etc., et de pouvoir tracer ces informations-là pour pouvoir comprendre comment l'arbitrage a été fait et pris à un instant T. C'est-à-dire que sur une demande de changement particulier, je vais donner la possibilité aux gens, aux opérationnels de prendre un arbitrage, mais cet arbitrage, il aura peut-être un impact, comment dire, un effet de bord que je n'ai pas vu, et ce sera intéressant de pouvoir comprendre plus tard qu'en effet, j'ai eu un effet de bord et que cet effet de bord, il vient d'un arbitrage qui aurait pu être pris différemment. Et donc ça, là, on a aussi une amélioration dans le comportement, dans la professionnalisation des gens. On donne une délégation par des règles de gestion. Je te permets de changer des dates dans un périmètre de 3, 4 jours, et c'est à ta main de le faire. Mais après, derrière, de voir par rapport à ce qui a été fait, d'aider les gens à comprendre pourquoi ils ont réagi comme ça. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, c'est quoi les effets de bord, c'est quoi, ou c'est quoi la bonne pratique qu'on peut généraliser après. Voilà. Alors justement, ce qui était intéressant, c'est cette liste prédéfinie de causes racines. Parce que quand on est en mode commentaire, c'est pas exploitable. Et en plus, quand on a une liste de causes racines, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler avec l'équipe. Donc je remets l'humain un petit peu avant la solution. Quand on veut créer des causes racines, il faut travailler en groupe et il faut les définir en groupe. On ne définit pas que les causes racines, on définit aussi la responsabilité. Parce qu'à un moment, il faut dire qui est responsable. Il y a le pourquoi on est en retard et qui est responsable. C'est bien pour tracer, pour savoir à la fin vers qui les efforts vont se porter. Dans les démarches d'amélioration continue, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de chez nous. Paradoxalement, on aurait envie de dire que c'est les intervenants qui sont sur toute la chaîne, et parfois, nous, en tant que donneur d'ordre, on a aussi l'élément perturbateur, parce qu'on veut changer des choses, parce qu'on est en retard sur l'approvisionnement de la matière, parce qu'on n'a pas les prix du transport. Et tout ça, sans s'en rendre compte, on génère nous-mêmes des perturbations dans le système. Donc, moi, quand je travaille avec les équipes, ce que j'aime bien, c'est qu'on balaye devant notre porte, first, pour être le plus juste possible vis-à-vis du fournisseur. Et après, ça nous permet d'être encore plus exigeant vis-à-vis du fournisseur, parce qu'il a vu qu'on faisait des efforts. Et quand l'effort il est partagé, on a toutes les chances après de collaborer ensemble pour mieux travailler. Voilà, et pourtant, ça part d'un sujet technique. Mais à la fin, on revient sur le sujet humain. Donc, c'est des allers-retours entre la technique et l'humain en permanence, l'amélioration continue. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a une question, je vois là, sur quelle stratégie préconisez-vous pour impliquer et accompagner les fournisseurs dans la démarche. Déjà, c'est de mettre en place, donc de digitaliser cette relation fournisseur et de la centraliser autour d'un portail. On va jouer gagnant-gagnant.
Gagnant-gagnant parce que, en effet, comme tu dis, je peux, moi, en tant que donneur d'ordre, être défaillant. J'ai donné, c'est arrivé à un de nos clients il y a très longtemps de donner un dossier technique qui n'était pas le dernier. Et donc, le fournisseur, il a réalisé le dossier technique dans lequel il y avait un élément de version qui n'avait pas été pris en compte. Bon, on ne peut pas le reprocher au fournisseur. La vérité, elle est dans les documents que je lui ai partagés. Et c'est pas dans un mail. Si ça avait été dans un mail, on aurait dit, ah oui, t'as pas pris le bon mail, c'était le mail d'après. Là, il y a pas de discussion. La base, le référentiel, il est partagé, il est commun. La deuxième chose, c'est qu'on va aussi pouvoir donc travailler avec le fournisseur sur les éléments quand il peut y avoir des pénalités. Mais la pénalité qui va être définie, l'origine de qui a eu le manquement ou s'il y a un arbitrage comme quoi j'ai validé un décalage de production, ben, la pénalité pour un retard de production ne va pas s'activer puisqu'il y a un arbitrage opérationnel qui a été mis. Donc la traçabilité de toutes les décisions, dont je parlais d'ailleurs tout à l'heure, va permettre aussi de travailler plus sereinement avec les fournisseurs. Au-delà du fait qu'on va amener aussi des outils de productivité aux fournisseurs. Hein. Il y a le nombre de litiges qu'il y a sur la mise en forme des packing lists, la mise, le respect du plan de colisage, etc. Là, c'est la solution qui va donner ces informations et donner enfin, quelque part imposer ou préconiser aux fournisseurs le plan de colisage, la packing, et c'est l'outil qui va générer ces documents. Donc, ça sera au format que moi, en tant que donneur d'ordre, j'attends. Donc, impliquer les fournisseurs, c'est aussi les amener, comme tu disais, à montrer qu'on leur donne un outil qui va être pour eux un outil de gain de temps et de gain d'amélioration et de fidélisation quelque part. Parce que plus j'améliore le process, plus je rends robuste mes process avec mes fournisseurs, ben, plus je les fidélise et et tout le monde est gagnant là-dedans. Ah oui, alors il y a beaucoup de questions sur la partie IT pure et dure de la solution. Alors c'était pas Oui, vraiment le sujet de la journée. Par contre, il y en a une qui m'intéresse sur la conduite du changement pour s'assurer que tout le réseau de sous-traitance va pouvoir fonctionner. C'est quand même une appli en mode web, si je me trompe pas. oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'interface. Et moi, pour avoir travaillé dans un grand groupe international et avoir été obligé de mettre en place une solution sur 1000 fournisseurs en Asie qui ne parlent pas anglais, les solutions web, c'est idéal parce qu'on peut faire des web formations au format chinois avec le chinois local, avec de la traduction. Les mises en œuvre là, pour 1000 fournisseurs, moi j'ai mis moins de 6 mois, donc pour avoir un taux d'adhésion à 100%. Donc ça veut dire que pour le déploiement sur un réseau fournisseur, les modes web, c'est hyper facile. Les conditions, elles sont plus de la conduite du changement. On est plus sur des capacités à trouver des gens qui sont linguistes pour parler la langue locale, de faire des formations du e-training pour s'approprier la solution. Enfin, tu me Donc diras si je me nous, trompe, Patrick, par non, rapport non, à ton mais expérience chez ce tes que font clients. nos clients, donc toujours il y a une objection. Est-ce que mes fournisseurs vont pouvoir accepter de travailler? Parce que donc l'objection qu'on a, c'est ah oui, mais mon fournisseur il travaille avec plein de clients, il a plein de portails fournisseurs, parce que mon fournisseur il parle pas anglais ou ils sont pas. Donc aujourd'hui, tous les fournisseurs et sur le nombre de nos clients et le nombre de fournisseurs qu'on embrasse, on sait qu'on n'a pas de réticence. L'enjeu pour les clients, c'est bien de former, former les fournisseurs. On a une fonction dans ISM qui permet de se substituer. Donc, il y a une formation des fournisseurs, mais après, c'est beaucoup de tutorat. C'est-à-dire que l'approvisionneur qui est en relation en permanence avec le fournisseur peut en permanence se substituer à lui pour pouvoir saisir l'information à sa place au début, ou lui apprendre ou corriger ce qu'il a saisi. Donc, en tous les cas, on est bien dans un dialogue. Ce qu'on constate, c'est que il y a un temps et on fait dans 10 jours, je montrerai tout à l'heure, un webinaire où on a un retour d'expérience de Chantel qui expliquera ça. Il faut passer du temps pour former le fournisseur, mais pas les équipes du fournisseur, c'est l'organisation du fournisseur sur l'adoption de ce nouveau portail. Parce que après, dans le temps, et on a des clients qui utilisent la solution depuis un grand nombre d'années, pour certains, plus de 10 ans pour la plupart, euh, ils ont une cap, il y a pas le turnover chez le fournisseur n'est pas géré par la marque. C'est-à-dire que les gens, les équipes au sein chez le fournisseur se passent la compétence pour pouvoir utiliser le portail. Ça veut dire bien qu'ils ont intégré l'utilisation du portail à leur niveau et que ça devient un outil de productivité pour eux-mêmes. Si
les fournisseurs rejetaient l'outil. À chaque changement de profil, à chaque turnover, il faudrait reformer les gens, ce qui n'est pas le cas. Donc le fournisseur a bien compris l'intérêt qu'il a à travailler parce qu'il sait son portail pour accéder à l'information, la manipuler, renseigner. Et pour lui, c'est aussi une source de productivité. Alors, on avait une autre, merci Patrick, on avait une autre question sur les stratégies à préconiser pour impliquer les fournisseurs sur les démarches d'amélioration continue. Et ça, c'est important. Alors, moi, j'aime bien la pénalité parce que la pénalité, c'est un vrai levier qu'on utilise plutôt en deuxième ressort. Et l'autre outil que j'aime bien utiliser pour les fournisseurs, c'est faire des supplier performance review en anglais. Et en fait, c'est des revues fournisseurs qu'il faut étaler un petit peu dans le temps, qu'il faut pas forcément faire avec tout le monde. Il faut quand même faire des catégories ABC de ses fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui sont plus stratégiques que d'autres. Donc, mais en tous les cas, les voir de manière régulière, même en vidéo, pour partager les performances, c'est déjà un premier signal. Il y a un autre signal qui consiste, sans le faire de manière effrénée, mais à visiter ses fournisseurs pour les rencontrer, pour leur parler humainement et comprendre leurs contraintes. Et ça va beaucoup aider aussi sur l'autre outil que j'ai évoqué précédemment de faire des revues fournisseurs, même par visio, ça peut très bien marcher. La Et puis sur traçabilité, oui, pardon, Jean-Baptiste, la traçabilité de la donnée, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'on a des indicateurs, on va être factuel aussi embarquer les fournisseurs, et comme on les fait saisir les données, etc. Si le fournisseur a préparé les colis suivant la liste de colisage qu'on lui a demandé, que l'outil a généré. Il va le faire, il va dire j'ai finalisé ma liste, enfin, mon plan, mon conditionnement des colis. Quand on va recevoir, si les colis ne sont pas conditionnés que le fournisseur a dit qu'il l'avait fait, c'est très facile de rentrer dans cette démarche d'amélioration continue, de comprendre. De dire à un fournisseur, bah voilà, factuellement, tu as validé le fait que tu avais conditionné des colis mono SKU. Ben moi, quand je réceptionne ces colis, j'ai un mélange de t-shirts jaune et vert. Ben, auquel cas, et le fournisseur, c'est pas forcément c'est ses équipes qui ont travaillé. Donc, c'est aussi de pouvoir être très factuel. Impliquer le fournisseur, c'est être très factuel aussi dans la présentation des manquements qu'il a fait. Et de ne pas être très subjectif. Oui, j'ai reçu des commandes qui étaient mal collées. Non, j'ai reçu tel colis qui était mal conditionné. Oui, ça c'est important parce que souvent on va se rendre compte que là on a parlé tout à l'heure des causes racines. Alors ça paraît magique le truc. En fait, l'amélioration continue, c'est que des effets des relations de cause à effet. Donc si on voit un premier effet, on a l'impression que c'est la cause. Ou on va trouver vite la cause, on va penser que c'est la cause racine. Mais il y a un outil très simple dans notre métier qui s'appelle les 5 pourquoi, qui vont essayer de trouver 5 effets de relation de cause à effet, donc pour remonter en cascade sur la vraie cause racine. Et quand, avec les fournisseurs, vous vous posez un moment pour voir ce problème d'emballage qui est récurrent, et que vous avez l'impression que c'est lui, donc vous allez peut-être mettre en cause racine, bah, le fournisseur a mal conditionné. C'est lui qui a mal conditionné. Mais vous allez vous poser la question avec lui, pourquoi? Bah, il va peut-être vous dire, bah, pourquoi j'ai mal conditionné? Parce que déjà, j'ai pas de procédure d'emballage. Ah oui, mince. On va voir déjà sur des effets de causalité très vite que c'est pas forcément lui qui est responsable. Donc, malgré qu'on ait fait tout un système pour tracer les causes racines, on a encore un deuxième travail une fois qu'on a un peu des gros événements qui ressortent et qui sont des problèmes pour nous et qu'on souhaiterait réduire, améliorer, c'est d'aller travailler en collaboration avec le fournisseur parce que si le seul moyen de pression c'est la pénalité ou lui enlever du business, en fait, on n'aura pas résolu le problème. Le but dans l'amélioration continue, c'est de résoudre un problème et donc que la solution soit apportée, résolve le problème. Donc on est bien obligé d'embarquer le fournisseur parce que sinon, en fait, on va pas faire de l'amélioration continue tout seul dans notre coin, dans notre service approvisionnement, à Paris ou en France, en pensant que notre ami mexicain ou asiatique ou maghrébin ou même fournisseur très proche va changer quoi que ce soit dans l'équation. Pour l'impliquer, il faut bien un moment se rencontrer et faire des choses ensemble sur l'amélioration continue parce que lui va être contributeur de solutions. Il y a tout, Jean-Baptiste, il y a toute une série de questions plus techniques là, sur les échanges, les API, les interfaces, Ouais. etc. Moi, effectivement, un portail fournisseur ne se conçoit que s'il y a une intégration avec le RP à différents niveaux. Et en effet, la solution, elle est construite euh, avec, comment dire, avec tout un système de web services et d'API pour pouvoir communiquer
avec le système d'information ou avec le système d'information des tiers, hein, que ce soit des fournisseurs ou des transitaires, par exemple. Euh, Ce qui est très important, c'est que, bien sûr, c'est d'éviter la double saisie. Donc, tout ce qui a été saisi une fois, par exemple, tous les ordres d'achat, ils sont plutôt générés dans le RP. Traditionnellement, il y a une interface dans ISM pour pouvoir saisir des ordres d'achat, mais mais, mais, mais majoritairement, suivant les tailles des clients, ils sont récupérés depuis le RP. Mais la chose, c'est qu'à partir du moment où on réceptionne l'ordre d'achat dans le RP et qu'on va le transmettre au fournisseur, on va gérer toutes les modifications dans ISCM et on va remonter dans le RP. Par exemple, parce qu'on a donné un cadencement de production, on va le remonter dans le RP parce que le RP va attendre donc à ce moment-là trois livraisons et non plus une seule, par exemple. Donc, il y a la notion de qui est maître de l'information, mais effectivement, il faut qu'on ait des, des- des intégrations de données descendantes et montantes descendantes, peu importe le sens dans lequel on le retrouve, y compris avec les tiers. Les fournisseurs sont en permanence, en permanence en capacité d'extraire les données d'ISM, de récupérer les données pour les intégrer dans leur propre système avec des formats qui sont documentés, qui peuvent être automatisés ou pas suivant le niveau d'intégration avec le fournisseur. Idem avec les transitaires avec lesquels on s'est adapté à leur web service pour pouvoir avoir des échanges des données, ce qui fait que le transitaire récupère le flux des réservations ou des demandes, va les traiter dans son système et réalimente ISCM qui lui-même va réalimenter le RP. Hein, donc c'est important et on va pouvoir gérer beaucoup plus, par exemple, de jalons hein, dans ISM que dans le RP. Le RP a peut-être besoin de savoir trois jalons, lancer, production, expédier, mais nous, dans ISM, on va avoir X jalons qui vont être suivis différemment, mais on va mettre à jour le RP en permanence. Oui. Donc il y a bien Ouais. et les API, ça aussi, je vous inviterai à voir avec Chantel, parce qu'ils en parlent beaucoup, de cette capacité à mettre en place ces API enfin, l'outil est fait pour ça, sinon ça ne marche pas. S'il y a pas. Si on génère de la double saisie pour un Partout. des opérateurs, on l'implique pas, que ce soit un acteur interne ou externe, on l'implique que si on lui fait gagner du temps. Tout à fait. Et donc, je réinsiste sur le saucissonnage très fin en amont pour faire de l'amélioration continue, parce que si on saucissonne que sur les deux, trois jalons dont on a besoin dans le RP pour donner l'information aux clients suivants internes dans l'entreprise, on va pas pouvoir s'améliorer beaucoup. Parce qu'on voit que sur une supply chain en amont internationale, on est entre 15 et 25 jalons si on part de la prod. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à suivre et il y a beaucoup d'opportunités d'échecs sur chacun des jalons. Et donc si on veut faire de l'amélioration continue, il faut quand même cibler le bon jalon. Si on cible un endroit très macroscopique, on n'aura que la moitié de l'information. Donc le saucissonnage très précis, c'est la clé de la réussite vraiment sur ces améliorations de supply chain amont. Alors je le dis pas en donneur de leçons, hein, je le dis en l'ayant vécu sur place et en ayant vu que bah voilà rien qu'en transport, quand on commence à mettre 5, 6 dates et que bah, chacune de ces dates c'est une opportunité de rater le bateau et donc derrière de faire de l'aérien si on n'arrive pas si on a raté le bateau. Donc ça coûte très cher. Et on retrouve les mêmes choses en qualité en amont, en production en amont. Pendant le transport, il se passe encore des choses. À réception, il se passe encore des choses. On remet de la douane par là-dessus. Euh, Ça fait quand même pas mal d'opportunités d'échecs. Et quand on fait de l'amélioration, bon, on vise la perfection. On vise que ce qu'on a prévu, ça se passe comme prévu. Donc, dès qu'on démarre, bah, ça marche pas. Par contre, ce qui est magique, c'est que ça s'améliore de plus en plus quand on rentre dans cette démarche-là. Et on peut pas rentrer avec quelque chose qui est trop macroscopique. Voilà, on arrive au terme de l'heure qu'on s'était fixée. Alors, je ne sais pas si tu as vu, parce que là, comme on parle beaucoup, s'il y a des J'ai pas vu questions, d'autres questions. des questions, comment dire, Non, mais plutôt de hâtives. Mais bon, on a fait le l'interface. tour, je pense que c'était bien. Hein. C'était assez intéressant. Les questions étaient bien complémentaires à l'exposé, mettaient en avant, enfin, et ont permis d'approfondir certains points. Euh, Alors Très moi, bien. le dernier point que je rajouterais vraiment quand on fait de l'amélioration continue et qu'on veut justifier cette démarche, c'est d'être capable de montrer les résultats suite à nos effets. Alors ça, c'est magique puisqu'il y a des résultats qui sont techniques et les résultats techniques, bah, c'est sur le délai, c'est sur peut-être le niveau de stock, c'est peut-être sur les coûts de transport évités. Et si on arrive à transformer ces éléments techniques en coûts, alors là, on est le roi du pétrole puisqu'on peut aller voir le responsable financier et dire, ben, on a fait ça et du coup, on a gagné ça.
Et ça, c'est à la fois, ça nous légitime pour les futures actions et ça implique beaucoup l'équipe. Parce qu'elle voit quand même tout cet argent qui est évité en évitant de faire du transport aérien, par exemple, ou en évitant de reprendre des conditionnements, etc., etc. Parce que les solutions, elles sont nombreuses, mais malheureusement, elles sont coûteuses. Alors que quand on trouve des solutions, on peut gagner de l'argent. Je finis Mais, là-dessus mais, pour mais mon côté. c'est très merci, merci Jean-Baptiste de cet échange et de ce partage. Je vous ai mis le dernier slide de la conversation et bien sûr vous pourrez avoir le replay, on vous enverra le replay. On va aussi travailler en interne sur les questions auxquelles on n'a pas répondu pour pouvoir vous apporter cette réponse. N'hésitez pas à nous solliciter. Donc vous avez nos coordonnées mail sur le site et vous l'aurez bien sûr dans le replay. Et je vous invite à le 26 juin à la même heure là, de participer ou d'assister au webinaire du retour d'expérience de Chantel qui a mis ISM en place il y a un peu moins de 2 ans. Et qui va, et c'est assez intéressant parce que quand on l'a préparé, j'ai préparé avec l'équipe, genre on retrouve exactement ce qu'on a mis d'une manière beaucoup plus concrète, vécue, mais c'est deux visions différentes qui sont intéressantes et très complémentaires. Voilà, en tous les cas, merci à chacun pour votre participation. Merci Jean-Baptiste. Et puis Merci à on vous toi, dit à très Patrick. bientôt. Merci. Merci pour l'invitation. À bientôt à tous. Merci, Au à très revoir. bientôt. Merci beaucoup.